dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous serons en compagnie de Noam Léandri de l'Observatoire des inégalités. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Noam Léandri de l'Observatoire des inégalités. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, quand a été créé l'Observatoire des inégalités et quels sont ses objectifs ? Alors l'observatoire a été créé à Tours en 2003 et donc l'objectif de cet observatoire était de diffuser gratuitement et facilement accessible à tout le monde des informations sur les inégalités pour éclairer un peu le débat public qui tourne parfois à la dérision, c'est-à-dire on a tendance parfois soit à exagérer les chiffres, soit au contraire à les relativiser un peu trop. Donc ce qu'on souhaitait initialement, c'était de pouvoir avoir un débat éclairé, je dirais, sur le sujet des inégalités, qui est un sujet très sensible et qui intéresse vraiment beaucoup de personnes. Alors nous traversons une crise sans précédent, les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Comment vous expliquez ce problème et surtout comment faire pour inverser la tendance ? Alors en réalité, il n'y a pas tellement de hausse des inégalités malgré ce qu'on peut avoir comme discours parfois alarmiste ou alarmant. Les inégalités globalement en France sont très stables depuis disons 20 ans, 30 ans. On a connu une très forte baisse des inégalités sur 50 ans, notamment grâce à, un système de protection sociale, de retraite qui favorise quand même une certaine forme de redistribution des revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Globalement, 80% de la population a un revenu qui oscille entre 1500 € et 2500 € par mois. Ça, c'est, dans ces environs, voilà. Je ne dis pas que tout le monde doit s'y retrouver, mais voilà, c'est quand même une grande masse de la population qui vit avec ça en net d'impôts plus diverses prestations. En fait, ce qui se passe en revanche, c'est que quand on fait l'abstraction de ces 80% de la population, il y a une très forte progression des revenus des plus riches, donc les 10% les plus riches, qui voient leurs revenus progresser vraiment de façon très importante. Et d'un autre côté, il y a les 10% les plus modestes qui, eux, se trouvent dans des situations souvent très précaires. C'est notamment le problème du chômage qui se pose pour une grande partie de la population française et qui conduit finalement à une paupérisation de travailleurs ou de personnes qui cherchent un emploi. Mais justement pour les populations les plus basses, si on peut dire, les plus modestes, ça n'a pas vraiment évolué dans le temps. On peut se reporter aux années 60, 50, 60, il y avait quand même l'ascenseur social. On a l'impression que l'ascenseur social, ça y est, c'est terminé, il fonctionne plus. Alors, l'ascenseur social fonctionne toujours, mais disons dans une moins grande proportion. C'est-à-dire que pendant les 30 glorieuses, disons après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une très forte progression du nombre de postes de cadres typiquement. Donc ça a effectivement ça a créé un esprit d'aspirateur, puisque ça a permis à des personnes qui avaient commencé comme ouvriers de passer ensuite catégorie intermédiaire, puis maîtrise on va dire, puis après même d'arriver à un niveau cadre. Aujourd'hui c'est très rare que ça puisse arriver. Si dans le temps on a pu commencer ouvrier et finir cadre, aujourd'hui c'est une vue de l'esprit. Donc c'est surtout ça qui s'est produit par le passé. Il y a eu une déformation, si vous voulez, de la structure du salariat. Il y avait avant beaucoup d'ouvriers et peu de dirigeants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants et moins d'ouvriers, pour faire simple. Donc c'est ça qui a conduit à une progression. En revanche, la situation des plus modestes est moins pire, j'ai envie de dire, que par le passé. Vous voyez que quand même un seuil de pauvreté, s'il avait été ancré dans le temps, comme le propose le gouvernement, c'est son nouvelle mesure, le seuil de pauvreté ancré dans le temps, s'il avait été ancré dans le temps, aujourd'hui il représenterait un tiers du seuil de pauvreté actuel, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 850 € par mois, on serait à moins de 300 € par mois. Ça serait ça un seuil de pauvreté si on l'avait ancré depuis les années 70. Donc voilà, globalement, le seuil de pauvreté a progressé comme le niveau de vie des moyens des Français, donc c'est-à-dire qu'on vit quand même mieux aujourd'hui en étant dans la définition des pauvres que les pauvres des années 50. Aujourd'hui, être pauvre, ça inclut de pouvoir se payer un abonnement téléphonique ou l'EDF et d'avoir des toilettes chez soi, alors que par le passé, il y avait beaucoup de logements qui n'avaient pas le confort sanitaire d'aujourd'hui ou qui ne bénéficiaient pas de toutes ces technologies. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la population s'est enrichie globalement, et donc aujourd'hui, être pauvre, c'est par rapport à un standard qui est mieux que par le passé.
Oui, parce que on a l'impression, et beaucoup d'auditeurs nous le disent, qui ont vécu ces époques-là, nous disent que quand même c'était plus facile dans les années 60, voire 70, début 70, les loyers étaient moins chers, on se débrouillait beaucoup plus facilement, et on vivait mieux. D'accord. Là, on parle plutôt d'aménagement. D'accord. Là, je suis d'accord. Là, en fait, qu'on se constate, en revanche, c'est que pour l'ensemble de la population, disons pour la classe moyenne, il y a effectivement une détérioration de leur situation. C'est lié à la baisse du pouvoir d'achat courant, pouvoir d'achat quotidien. Je ne parle pas de... parce qu'on pourrait dire que le pouvoir d'achat progresse parce que payer un ordinateur aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher que par le passé. Oui. Avant, il fallait 3 mois de salaire ou voire une année. Aujourd'hui, avec même pas un mois de salaire, on peut se payer un ordinateur. Mais néanmoins, les produits du quotidien, qui sont l'essence, la nourriture, les vêtements, etc., connaissent quand même une forte augmentation des prix. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on a l'impression que, enfin, c'est plus qu'une impression, que les prix ont largement progressé, donc ça conduit à une érosion du pouvoir d'achat des classes moyennes notamment. Oui. Ceux qui n'ont pas la possibilité de substituer, je dirais, des dépenses de luxe contre des dépenses moins somptueuses. Alors sans compter que les salaires n'augmentent pas et les personnes qui se retrouvent au chômage. Oui, voilà, le chômage progresse ou en tout cas diminue pas. Alors sur Internet, il y a un site qui révèle les salaires des politiques, du monde sportif, artistique, qui semble un peu surréaliste quand on voit la misère s'accroître de jour en jour. Quelle est votre position justement sur ce sujet à l'Observatoire ? Alors effectivement, sur notre site internet inégalité.fr, on a publié un peu toute une rubrique sur les hauts revenus, qui sont de la finance, du show business, footballeurs, acteurs, etc. Et ce qu'on constate, c'est que ça représente des siècles, voire des millénaires de SMIC. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un devait gagner ça toute sa vie, il n'aurait pas suffisamment d'une vie pour pouvoir accumuler autant de richesses. Mmh. Donc on voit qu'il y a un très grand écart, une déconnexion totale entre, je dirais, les revenus de la plupart des gens et puis les très 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 hauts revenus. Mais il faut dire que ça a toujours existé. Sous l'Ancien Régime, c'était les nobles qui vivaient dans l'opulence alors que la plupart des paysans étaient plus pauvres que les paysans d'aujourd'hui. Hein. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est pas une nouveauté, mais ce qu'il y a, c'est que ça s'affiche, c'est de plus en plus ostentatoire, et c'est ça qui choque, je pense, l'opinion et n'importe qui aujourd'hui. C'est que les gens s'affichent dans l'opulence, dans la richesse, et il n'y a plus de, je dirais, de honte, ou en tout cas disons que ça apparaît aujourd'hui comme un modèle de devenir millionnaire, et sachant qu'aujourd'hui, enfin que ça a toujours été le cas, pour devenir millionnaire, il faut que ça soit sur le dos des autres qu'on constitue ces millions, qu'on constitue ce patrimoine. En général, on ne devient pas riche par soi-même, c'est parce qu'on devient riche par le travail des autres, par les moyens qu'on nous ont donné une société pour être éduqué, pour avoir les investissements nécessaires. Je veux dire, il n'y a pas une société en France qui pourrait avoir ces moyens, enfin où sont ces richesses, sans qu'il y ait des routes, des canalisations, des écoles gratuites ou une protection sociale des travailleurs. Donc voilà, on bénéficie d'un environnement, et il apparaît peu normal que certains concentre toutes les richesses au détriment des autres. Alors justement, un auditeur, Cédric de Valence d'Agen, nous dit « C'est une insulte à la misère, il faut se diriger vers le partage ». Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Nous sommes tout à fait, enfin l'Observatoire est tout à fait favorable à de nouvelles politiques fiscales qui permettraient justement de mieux redistribuer les ressources, les revenus. On voit contrairement à ce qu'on préconise depuis disons une décennie, 10 ans, il y a une baisse de la redistribution effectuée par les impôts, hein, c'est l'INSEE qui le dit. Le système de redistribution fiscale est moins redistributif que par le passé. Le système fiscal est moins redistributif que par le passé. C'est ça, c'est son tort, enfin c'est un tort. À partir de quel revenu on peut dire qu'on est pauvre ou qu'on est riche ? Alors, en France, il y a une définition de la pauvreté qui est avoir la moitié, moins de la moitié du revenu médian. Alors, le revenu médian, c'est ce qui sépare la population en deux. Grosso modo, aujourd'hui, il y a la moitié de la population qui a, par individu, plus de 1 500 € par mois pour vivre, et l'autre moitié qui a moins de 1 500 € par mois pour vivre. On peut dire, grosso modo, que quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui a la moitié de ça, donc 750 € par mois pour vivre par individu. Et puis les riches, c'est ceux qui auraient le double, donc c'est-à-dire plus de 3 000 € par mois par individu. Et donc là, avec ça, on couvre l'ensemble de la population, et on arrive à un taux de pauvreté qui est de 4%. Donc 4% des ménages seraient pauvres,
et à l'inversement, on aurait à peu près autant de personnes qui seraient riches. On marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le soleil de la Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans Dossier spécial, toujours en compagnie de Noam Léandri de l'Observatoire des inégalités. Alors ceux qui gagnent des salaires faramineux, disproportionnés, on peut les mettre dans quelle catégorie? Alors eux, c'est les extrêmement riches, c'est-à-dire qu'ils sont même au-dessus des 1% les plus aisés de France, des plus riches de France. Eux, ils font partie des 0,001% les plus riches. Donc finalement, ils sont pas nombreux, c'est une caste de 500 000 personnes. Mais effectivement, ce sont eux qui ont des revenus les plus flagrants ou les plus critiquables, c'est-à-dire qu'ils vont payer finalement peu d'impôts sur ces revenus, même s'ils en payent, faut pas non plus leur jeter la pierre, ils vont pas tout cacher en Suisse ou ailleurs. Mais c'est vrai que le taux d'imposition paraît finalement faible parce qu'ils n'auraient jamais toute une vie pour dépenser tout ça. Oui, j'ai vu des salaires justement sur ce site, je ne citerai pas de nom, mais enfin c'est un peu ahurissant quand même. Ben, on les reprend sur le site de l'Observatoire. Donc vous pouvez citer le site inégalité.fr, c'est traité sans aucune difficulté. Est-ce que les inégalités sont les mêmes chez nos voisins européens? Alors la France est globalement un pays assez peu inégalitaire. Il y a des pays qui sont moins inégalitaires, ce sera les pays nordiques que l'on connaît habituellement, la Suède, le Danemark, la Norvège. Et à l'inverse, il y a des pays plus inégalitaires qui sont les pays anglo-saxons ou avec un système plus libéral, par exemple la Grande-Bretagne. Il faut voir que, contrairement à beaucoup d'autres pays, les inégalités en France n'ont pas tendance à beaucoup augmenter là, depuis 20 ans, alors que ce qu'on constate dans d'autres pays développés, riches, comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, les inégalités augmentent vraiment énormément. C'est lié finalement à un système moins redistributif, moins protecteur des citoyens. C'est-à-dire qu'en France, on bénéficie quand même d'une forte protection sociale. Il y a près de la moitié des richesses qui sont redistribuées par l'État. On a un taux de prélèvement obligatoire qui présente 50% du PIB pour utiliser un indicateur complet. Donc voilà, c'est cette forme de redistribution qui permet à la France de ne pas tendre vers plus d'inégalités. Elles existent, elles ne diminuent plus, mais on ne peut pas dire non plus qu'elles augmentent drastiquement, contrairement à certains de nos voisins et d'autres pays développés. L'OCDE a publié justement cette semaine une étude sur l'évolution des inégalités dans les pays riches. L'OCDE, c'est l'organisation qui regroupe la plupart des grands pays développés. Et ce qu'on constate, c'est que la France est une des rares pays où il n'y a pas d'augmentation ni de diminution des inégalités. Alors qu'à l'inverse, sur la trentaine de pays étudiés, il y en a 25 chez qui ça augmente. Quelle est la situation aux États-Unis ? La situation aux États-Unis est justement celle que je décrivais, c'est-à-dire que le niveau d'inégalité augmente et on est revenu au niveau d'inégalité des années 30, c'est-à-dire avant Roosevelt et son New Deal. C'est-à-dire avant qu'il y ait des mesures, je dirais, sociales, qui soient les premières mesures sociales qui soient prises. Donc c'est vraiment un retour en arrière, on est 50 ans en arrière, ça s'est jamais vu par le passé. La situation à cette crise ne passerait-elle pas en priorité justement par la réduction de ces inégalités et donc par le partage ? Tout à fait, le partage c'est la solution à la base des inégalités. De toute façon les inégalités c'est lié simplement à une redistribution inégalitaire des revenus. Donc la meilleure manière c'est de redistribuer les revenus. Mais il y a une autre forme de partage, de redistribution qui peut être opérée, qui est bien plus efficace à notre avis. Il s'agit en fait de parier sur l'éducation. Parce que si on donnait vraiment une égalité des chances à l'école à tout le monde,
alors on aurait une inégalité réelle. C'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui héritent de leurs parents non seulement de la fortune, mais en plus aussi, je dirais, d'un capital culturel ou d'une bonne éducation. Parce que c'est ça qui va renforcer ensuite les inégalités. Un mot sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Est-ce que la situation évolue et dans quel sens? Alors, là aussi, les inégalités entre les hommes et les femmes ont tendance à ne plus beaucoup bouger depuis 10 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a un très fort effet de rattrapage salarial des femmes par rapport aux hommes qui a eu lieu depuis, je dirais, 40 ans, depuis les premières lois en faveur de l'égalité homme-femme. Mais il y a une forme de stagnation aujourd'hui. Je crois qu'on a atteint un plafond. Alors aujourd'hui, la différence de salaire pour un temps complet est de l'ordre de 20%, c'est-à-dire que les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Ça se décompose principalement, enfin un des premiers facteurs d'explication, ça va être les formes d'emploi occupées par les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont plus souvent dans le domaine des services, ou de la santé, ou de l'éducation, qui sont des métiers moins rémunérateurs que la finance ou l'ingénierie, qui sont largement où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc voilà, c'est surtout les structures d'emploi. Mais ce que je voudrais rajouter aux inégalités hommes-femmes, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'en réalité le revenu salarial, c'est-à-dire le revenu que les femmes tirent de leur salaire, est beaucoup plus faible encore que les 40% moindres que celui des hommes, pour une bonne raison, c'est que ce sont elles qui sont, dans la plupart des cas, à temps partiel. 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. Et donc ce sont souvent des femmes qui sont à temps partiel, donc du coup, forcément, leurs revenus salariaux sont plus faibles que ceux des hommes. Et c'est ça la principale forme d'inégalité homme-femme, qu'on oublie souvent, c'est pas tellement l'égalité salariale à emploi identique, c'est surtout l'égalité salariale l'inégalité salariale parce qu'il y a des inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Il y a un partage des tâches domestiques qui n'est pas équitable, et c'est avant tout en passant par les tâches domestiques qu'on pourrait rétablir une égalité réelle entre hommes et femmes. Et les inégalités entre un Français et un étranger? Alors effectivement, les étrangers sont encore moins rémunérés, et plus souvent, les étrangers sont moins rémunérés à emploi identique qu'un Français, et sont aussi également plus souvent au chômage qu'un Français. Il y a des études statistiques qui le montrent, qui permettent de voir à emploi identique ou à qualification identique qu'il y a effectivement un événement défavorable en faveur des étrangers, qui ne s'explique pas par des éléments concrets ou objectifs. Il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. Déjà, il y a quelque chose d'aberrant qui existe toujours en France et qui n'a jamais été aboli, c'est les emplois fermés aux étrangers. Il y a encore aujourd'hui 5 millions d'emplois qui sont fermés aux étrangers parce que c'est souvent des emplois de fonctionnaires, mais également dans des anciennes entreprises publiques, parce qu'on considérait qu'il fallait que ce soit des Français qui occupent ces postes, parce que c'était sensible. Aujourd'hui, ça n'a absolument plus lieu d'être. Pourquoi est-ce qu'un enseignant ne serait pas plus, russe ou américain que français? Aujourd'hui, les Européens, les personnes qui viennent d'un pays membre de l'Union européenne peuvent occuper ces emplois, mais pas quelqu'un qui serait hors de l'Union européenne. Donc pour prendre un exemple très simple, aujourd'hui un Bulgare peut enseigner dans une école française sous statut d'enseignant fonctionnaire, mais pas un Turc ou pas un Macédonien il y a des différences qui se trouve à la frontière. Alors d'une manière générale, est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les salaires pour que tout le monde y retrouve son compte? Alors rééquilibrer les salaires, oui, c'est pas baguette magique. Oui, je me doute. Et que faire? Alors là, j'ai à rappeler que le rôle d'un observatoire est d'observer et non pas forcément de proposer. C'est plutôt un think tank, un laboratoire qui va réfléchir à des solutions concrètes. Non, je crois qu'il y a deux éléments importants qui peuvent jouer sur l'égalité des revenus. Tout d'abord, c'est la redistribution fiscale. Le système fiscal français n'est plus redistributif, il est beaucoup moins qu'auparavant, et ça c'est un tort. Il faut rétablir un impôt progressif, tant sur les revenus que sur le patrimoine, puisque vous savez, l'impôt de solidarité sur la fortune a été fortement réduit, et ça va pas dans le bon sens de la redistribution. D'autre part, le deuxième élément important, c'est l'égalité à l'école. La France est l'un des pays où l'origine sociale influe le plus sur les résultats à l'école. C'est-à-dire que si vous venez d'un milieu pauvre, vous avez peu de chances de réussir à l'école. Ça n'est pas acceptable dans un pays riche et développé comme le nôtre. Tous les autres pays développés ont de moins
moins forte reproduction sociale. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de grave, je dirais en France, et qu'on passe souvent à travers. Alors vous avez un site internet, vous allez nous donner l'adresse. Alors c'est www.inégalité.fr. Et que peut-on trouver sur ce site ? Alors vous trouverez beaucoup de chiffres et de tableaux et de graphiques sur toutes les formes d'inégalité, que ça aille des étrangers aux femmes, dans l'emploi ou dans la santé. Puis également vous trouverez des analyses un peu pour comprendre comment se forment ces systèmes d'inégalité et éventuellement qu'est-ce qui pourrait les diminuer. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs ? Écoutez, je vous invite tout simplement à venir consulter ce site et puis à utiliser un de nos petits tests qui consiste à vous situer sur l'échelle des salaires. C'est-à-dire vous saisissez votre revenu, vous verrez si vous faites partie des plus riches ou des plus pauvres. Noam Léandri, merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir. À plaisir. Au revoir. À très bientôt pour un autre dossier spécial. Fréquence Évasion.